Salut à tous, c'est Bismart, la dernière de la semaine et d'ailleurs en ce qui concerne les directs, la dernière de l'année, puisque à partir de... Alors demain évidemment Aurélie Planex et puis à partir de lundi on basculera en rediffusion. L'énergie donc à la une pendant 1 heure, l'énergie alors une grosse partie nucléaire, ce qui se trouve qu'on a en plus une actualité nucléaire qui nous rattrape, on a enfin le réacteur finlandais d'Arevas qui restera quand même une histoire économique absolument passionnante, va pouvoir commencer, alors ils nous expliqueront, nos experts, ce que veut dire la divergence, bref, mais ça commence quoi, voilà, enfin. Et puis derrière, toutes les grandes questions énergétiques du moment, sans oublier justement les fossiles, la revanche des fossiles, les indispensables fossiles. C'est parti pour 1 heure. Donc, Myrto Tripati est avec nous. Salut Myrto. Bonjour Stéphane. Porte-parole, présidente des Voix du Nucléaire. Présidente fondatrice. Présidente fondatrice des Voix du Nucléaire. Et donc, c'est grâce à toi que j'ai vu ce tweet qu'on va afficher. C'est du finlandais quand même. Stuk. C'est quoi? C'est l'ASN finlandaise, Stuk? Alors, c'est l'équivalent français de Voilà. l'ASN, absolument, Bon. L'autorité de sûreté nucléaire. Tu nous expliqueras ça, on va garder ce tweet de Stuk. Nicolas Goldberg est avec nous. Salut Nicolas. Columbus Consulting. Columbus Consulting, analyste énergie, comme d'ailleurs Benjamin Louvet. Salut Benjamin. Ophi Asset Management. Donc, on va remettre le tweet de Stuk parce que c'est quand même historique, quoi. Donc ça veut dire, ça y est, les réactions nucléaires commencent à l'intérieur du réacteur finlandais. C'est ça que ça veut dire, pour résumer les choses. Voilà, c'est exactement ce que ça veut dire. Ce qui permet de finaliser un certain nombre de tests dits à chaud et qui vont progressivement nous emmener vers une connexion au réseau et une mise en ligne commerciale qu'on espère à l'été 2022, c'est-à-dire dans moins de 6 mois maintenant. J'ai mise en service février 2022, moi. Non, c'est encore trop optimiste. Alors là, ce que je parle, c'est un service commercial. D'accord. Ah oui, c'est ça, le vrai raccordement. Voilà, avec la centrale qui commence à fournir de l'électricité au réseau, aux habitants, aux industries qui y sont connectées. Début du chantier, donc 2005, et 10 milliards d'euros de coût total, c'est ça, Myrto, à peu près pour Probablement même un peu plus. Un peu plus, voire un peu beaucoup 11, plus. Ouais. Plutôt aux alentours de 11. Et alors, si je regarde Flamanville, on en est où pour Flamanville? Donc, Flamanville, on peut peut-être démarrer là-dessus d'ailleurs, parce que il y a un sujet autour des coûts du nucléaire qui a été remis à la une, et après on parlera des dernières annonces d'EDF sur la disponibilité des réacteurs. Mais d'abord, Flamanville, c'est important le coût du réacteur ou pas? C'est-à-dire, EDF... Financement. Nicolas? Moins que son financement, en fait. Quand vous regardez, sur le coût d'un réacteur, vous avez... Oui, mais celui-là, Flamanville, 19 milliards quand même. Non, mais voilà. Mais c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, la construction du réacteur de Flamanville a coûté 12 milliards, pas 19. 12,4. 19, c'est si tu rajoutes les intérêts intercalaires dedans, sachant qu'EDF a payé Flamanville sur fonds propres. Donc, n'a pas payé d'intérêts intercalaires. Donc, c'est un espèce de manque... donc c'est complètement idiot de la part de la Cour des comptes. Enfin, pardon de le dire avec un peu de brutalité, mais... C'est pas idiot, mais en théorie économique, quand tu regardes le coût d'un chantier pour un gros industriel, surtout avec ces montants, ouais. tu regardes aussi le coût d'actualisation et le manque à gagner si tu avais investi dans autre chose. Mais le coût de construction, c'est 12,4 et 19, c'est si on ajoute des intérêts intercalaires, mais que n'a pas payé EDF. Donc c'est pour ça que j'apporte une petite subtilité. Très et en intéressant. Fait, le coût de construction n'est pas si important que le coût de financement. Si tu prends Hinkley Point, par exemple. Donc la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, donc les réacteurs qui sont en construction là-bas, tu as environ les 2/3 d'Hinkley Point, c'est du coût de financement. Et après, tu as les coûts de construction. Mais on voit bien que c'est une partie plus mineure. Tu voulais rajouter quelque chose, Benjamin? Parce que ça va nous amener à ce que dit la Cour des comptes sur le qui. C'est très important ce que dit Nicolas, parce qu'en fait, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. En fait, étant donné que les coûts de construction sont énormes, les coûts de financement sont énormes, et donc les coûts des intérêts sont énormes. Si on est sur un financement privé, on part sur des bases de financement aux alentours de 9%, et on parle d'un coût du mégawattheure aux alentours de 90 € du mégawattheure. Voilà, c'est ça. Si on passe sur des taux à 6%, c'est-à-dire avec un financement semi-public, on passe à 60 € du mégawattheure. Donc ça fait une différence qui est monumentale. Et donc la partie financière de la partie nucléaire est très souvent omise, mais à une part prépondérante dans le coût
du mégawattheure au final. Myrto. De même que quand on parle des énergies renouvelables, on ne parle jamais du coût réseau qui va à côté ou du coût d'adaptation au réseau. Et quand on rajoute tout ça, RTE, dans son dernier rapport, dit aujourd'hui le nucléaire revient moins cher dans certaines conditions que les énergies Un renouvelables. mix où il y a du nucléaire est C'est moins ça. cher qu'un mix 100% renouvelable, à condition de financer le nucléaire correctement. Tout Et à fait. ça, c'est vraiment tout le nerf de la guerre. Myrto, tu veux ajouter quelque chose sur ces questions de coûts? C'est absolument passionnant ce que vous m'apprenez là. Et en plus, Nicolas m'avait dit il faut parler de ça. Je lui ai dit non, on n'en parlera pas, on commence avec ça. Et tu avais raison, absolument. Vas-y, Myrto. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de dire. Le coût est essentiel. Le coût du financement est important parce qu'il est quand même supporté par l'industriel qui doit investir. Donc, c'est un effort supplémentaire pour lui, ce coût de l'argent. Donc, concrètement, pour Hinkley Point, on était en réalité à 12% de WACC, de coût du capital, qui est passé à 9% grâce à ce qu'on a appelé le Electricity Market Reform, qui a été mis en place par le gouvernement allemand pour inciter l'industriel à investir, à investir. Et aujourd'hui, ce qu'on a, par exemple, c'est une annonce, alors on en parlera, je vais peut-être un petit peu vite, mais du gouvernement hollandais, qui lui annonce une volonté très forte de relancer la filière nucléaire en Hollande, et qui dit, nous on va organiser un package de soutien à la filière qui voudra bien s'implémenter et qui voudra bien construire des réacteurs nucléaires en Hollande, qui devrait amener un coût du capital de 7%. Et ils vont jusqu'à dire, si le nucléaire passe dans la taxonomie, qui est donc la classification des investissements durables que nous attendons tous de la part de la Commission européenne, ce coût du financement va descendre de 7 à 4%. C'est la cible. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une manière d'inciter évidemment l'industriel à faire l'investissement nécessaire, mais c'est aussi important parce qu'on parle beaucoup du coût, mais il faut parler du prix de l'électricité qui en sort et qui va toucher le consommateur. Et quand Benjamin parle des 2/3 du prix de Hinkley Point C, qui sont le coût du capital, c'est 70% du prix du kilowattheure dans la facture de l'anglais moyen autour de la centrale d'Hinkley Point, qui représente le repaiement aux investisseurs et aux banquiers de l'argent qu'ils ont bien voulu prêter au départ. 70%. C'est quand même extrêmement significatif. 70%. Ouais. Bah, c'est les coûts du nucléaire. Enfin, structurellement, c'est comme ça. C'est que c'est le coût de financement. Sauf si effectivement, au début, au moment de la construction, après le coût de fonctionnement est très faible. Je comprends. L'argent pour construire la centrale. Pour construire la centrale, mais c'est pas le coût de l'argent qui sort de nulle part. Pourquoi ce coût de l'argent? Parce qu'il couvre le risque, politique et il couvre le risque projet. Oui, mais ça veut dire... Donc, il n'est pas lié au nucléaire en tant que tel, en tant que machine conçue, projet. Il est lié à l'environnement, à l'opinion publique, aux politiques autour du projet qui crée une crainte pour les investisseurs qui est tout à fait compréhensible quand on voit aujourd'hui la manière dont le politique s'invite sur les mix énergétiques, notamment européens, et entraîne à la fermeture artificielle d'actifs parfaitement performants, rentables, opérationnels. Benjamin. C'est aussi pour ça qu'on a... que beaucoup de gens ont en tête l'idée qu'un réacteur nucléaire est construit pour 40 ans. Parce qu'en fait, ce n'est pas une durée limite fixée ni quoi que ce soit, mais cette durée, elle est donnée pour donner de la visibilité à l'exploitant pour savoir comment il va pouvoir rentrer dans ses frais. Alors en réalité, il n'y a pas du tout de durée de 40 ans ni quoi que ce soit, puisqu'il y a des visites décennales, et s'il y a une visite décennale qui se passe mal, on arrête le réacteur. Mais on est obligé de donner une visibilité dans le temps sur le fonctionnement du réacteur pour que les opérateurs puissent être confortables et qu'on puisse avoir cette... En l'occurrence, le programme nucléaire français 74, 80, etc., il est fait sur fonds publics. Donc, donc cette question de rentabilité est presque moins importante. À l'époque, on ne l'a pas fait parce que c'était... Il n'est pas fait sur fonds publics. Il était fait. On a dit à EDF, vous vous endettez, et derrière, il y a un tarif réglementé qui reflète vos coûts, à une époque où EDF, GDF était une entité publique. Mais là, justement, on essaye de reconstituer en partie ça, donc le soutien de l'État, donc du public, à l'énergie nucléaire, justement pour dérisquer les chantiers, pour dérisquer les risques de stop and go. On a
encore certains acteurs qui nous disent qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à la fin de Flamanville, ce qui serait catastrophique. Comment ça, pas aller jusqu'à la fin de Flamanville? Dans le scénario Négawatt, dont s'inspire Écologie Les Verts et la France Insoumise, disent voilà, on ne va pas au bout de Flamanville parce que c'est dangereux. Et c'est des partis politiques qui pèsent, donc voilà, c'est rationnel. Mais non, justement, ils ne pèsent pas. Ils pèsent un petit peu. Ils pèsent dans le débat public. Ils pèsent dans le débat public, mais c'est important. Enfin, si tu veux, quand Macron se fait élire en 2017, dans son programme, il y a écrit fermeture de Fessenheim et 50% de nucléaire en 2025, soit la fermeture de 17 réacteurs. Oui, mais ça, c'est pas un scénario de la France Insoumise, c'est un scénario écrit dans la loi votée par l'Assemblée nationale. La fermeture de Fessenheim n'était pas écrite dans la loi, déjà, pour commencer. Ensuite, c'est une question d'influence du débat public, mais tout est une question de ça. Et parce qu'une politique énergétique, c'est une politique. Donc, quand on dit le politique s'invite dans les mix énergétiques, bon, c'est un petit peu normal que le politique s'invite dans les mix énergétiques, puisqu'une politique énergétique, c'est du politique. Après, si on veut relancer des réacteurs nucléaires, et moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça qu'on veut faire en ce moment, il faut le faire intelligemment. Et le retour de certains chantiers comme Hinkley Point, par exemple, c'est que si on veut un coût qui est optimisé, il faut un coût de l'argent qui n'est pas trop cher. Et donc, la taxonomie qui ne suffira pas, et un soutien fort du public au nucléaire, des garanties d'État. Des États qui ont aujourd'hui la capacité de s'endetter à zéro, et donc qui peuvent effectivement modifier le coût de financement. La solidité derrière pour pouvoir garantir qu'en cas de problème, l'exploitant ne soit pas en difficulté, quoi. Myrto? Oui, ce que je voudrais apporter, peut-être un complément, parce que je partage ce qui vient d'être dit, c'est que en fait, ce dont l'industriel a besoin, c'est pas forcément d'un soutien du public. Ce dont il a besoin, c'est de la visibilité. C'est de la visibilité sur son investissement et de savoir qu'il ne va pas se retrouver à fonctionner à perte. Pourquoi ? Parce qu'il est potentiellement sur un marché qui est non fonctionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines énergies qui bénéficient pour le coup de fonds publics sous forme de subventions qui sont un apport net de la part des États. Donc c'est le cas pour beaucoup d'énergies renouvelables, éoliennes et solaires dans un certain nombre d'États parce qu'on a voulu donner un encouragement à cette filière pour l'amener à maturité. C'est le cas de certaines énergies fossiles qui ne payent pas le prix des pollutions qu'elles génèrent, comme les émissions de gaz à effet de serre, comme la pollution de l'air, etc., etc. Et donc, du coup, on se retrouve avec un marché qui est déséquilibré, qui ne reflète plus la réalité des prix de production et qui fait que les investisseurs, en réalité, hésitent à y aller. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation où les États ont du mal à convaincre les industriels de construire. Et d'ailleurs, les Anglais qui avaient, après 10 ans, installé ce qu'on appelait le Electricity Market Reform, qui incluait beaucoup de portions toutes complémentaires et importantes, dont des supports de carbon price, dont ce qu'on a appelé le contract for difference, c'est-à-dire non pas un repaiement, mais une garantie que le marché serait à peu près stable et en tout cas reflèterait la réalité sur le long terme, des mécanismes de capacité, etc. Cette Electricity Market Reform qui a encouragé et couvert HPC, Hinkley Point. Aujourd'hui, pour Sizewell et les autres réacteurs nucléaires qui vont sortir en Grande-Bretagne, en fait, ils sont même en train d'envisager d'autres mécanismes, donc notamment ce qu'ils appellent le Asset-Based Regulation, qui, en fait, est encore plus favorable à l'industriel. Parce qu'ils ont encore plus de mal à attirer des industriels et leur dire prenez le risque qu'en fait, nous, vous faisons courir en intervenant sur ce qui devrait être un marché fonctionnel, fluide, libre. On n'a que 1 heure, Myrto. Donc il faut qu'on... voilà. Oui, mais le sujet est compliqué. Mais juste, attends, un truc important sur ce que tu disais, c'est-à-dire, donc aujourd'hui, EDF est obligé de vendre, c'est quoi ? C'est un tiers de sa production, la reine ? Ça, c'est encore un tiers. Non, attends, tu vas voir où je vais aller. Vas-y. Un quart de sa production ? C'est 100 TWh, ça dépend, c'est un tiers, un quart. D'accord, à 42 € le mégawattheure. Dans tous les coûts que vous nous donnez, y compris avec les financements, etc., on n'arrive jamais, en fait, à ce 42 € le mégawattheure, ce qui explique ce que tu dis, Myrto. Le coût économique par la Cour des comptes, on est plutôt à 44
Ouais. Mais voilà, il y a Au mieux, un on va certain voir. nombre de Au mieux. débats. Attendez, Non, mais d'où la effectivement, curiosité effectivement des investisseurs, si jamais on les oblige à vendre leur production à des coûts qui ne reflètent pas Et surtout, en fait, les coûts de production. le marché, des fois, c'est à 27 € du mégawattheure. Là, en ce moment, j'ai regardé, pour On est à l'an prochain, c'est 150. 263. Donc, alors là, C'est à 500 € pour le mois de janvier. on construit tout ce que vous voulez avec ces prix-là. Hein. Par Ouais. contre, si on revient au prix de 2015, il n'y a personne qui construira même pas un panneau solaire. C'est pour Donc ça c'est que pour ça qu'on a besoin de cette garantie d'État, d'un tarif de rachat, de dire voilà, quoi qu'il arrive, vous vendrez à ce prix-là, et nous, État, on compensera si ce n'est pas le cas ou si Je le marché est comprends. défaillant. Par contre, ça suffira pas pour le nucléaire, parce que ça, c'est déjà le modèle d'Hinkley Point, de dire vous construisez une Hinkley Point et en sortie, quand ça produira de l'électricité, on vous garantira ce prix. Mais ça suffit pas, parce que Et il y a 10 combien ans, le prix garanti pour Hinkley Point? il est à 92,5 pounds du mégawattheure sur 35 ans. Mais là, c'est ce que Benjamin disait avant. Enfin, c'est pas un coût qui est optimisé. Enfin, ça veut dire qu'on n'a pas financé le chantier pendant sa construction. C'est ce qui va être fait pour Sizewell, ce qui est un peu plus intelligent et ce qu'il faudra faire pour les prochains EPR. Non, on passe à un autre sujet. Ah non, on peut pas. Il faut qu'on a beaucoup de choses à se dire. Ouais, alors, 6 EPR, hein, c'est l'idée, c'est le souhait d'EDF. Quels sont les obstacles devant ces 6 EPR Benjamin, je vais commencer par ce fameux sujet de compétences, puisque la dernière fois, la dernière émission qu'on avait faite sur les prix de l'électricité avec toi, Nicolas, on avait parlé de ces fameuses soudures que l'ASN avait demandé à EDF de refaire à Flamanville. Moi, je me souviens que c'était Jean-Bernard Lévy lui-même qui m'avait dit il y a un pur sujet de compétences très grave, très important et tout. Et tu me disais, les choses sont plus complexes. En fait, quand on regarde comment ça s'est passé, le lancement du chantier de Flamanville, le lancement du chantier en même temps de Olkiluoto en Finlande, on avait d'un côté EDF et Areva, il y a eu un peu un concours de gros muscles pour être le premier à sortir. Et donc, les échos qu'on a pu en avoir, c'est qu'il y avait quand même un lancement des chantiers qui était fait alors que toutes les spécifications techniques et toutes les études n'avaient pas été terminées. Et donc on s'est retrouvé dans une situation difficile. Moi j'ai eu l'occasion de parler avec une entreprise qui a intervenu sur ce chantier et qui me disait mais on a les meilleurs ouvriers du monde. C'est pas un sujet. Le problème c'est que quand le cahier des spécifications n'est pas terminé au moment où on fait les travaux, ça pose un vrai sujet, quoi. Donc c'est dans la course de vitesse entre les deux. Mais il y a malgré tout quand même un vrai problème de compétence, parce qu'il y a tellement eu de nucléaire bashing sur les dernières décennies qu'aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive sur le marché du travail, sur un marché dont on peine à dire s'il va être dans la taxonomie ou pas, et donc s'il va y avoir des nouveaux chantiers ou pas, on a mis très longtemps en France à dire si on allait construire des nouveaux EPR ou pas, comment voulez-vous vous orienter vers ce secteur d'activité ? C'est extrêmement complexe. Donc il y a la nécessité de rendre ce secteur à nouveau attractif de façon à pouvoir arriver à des degrés de compétences qu'on a perdus parce qu'on n'a pas construit de réacteurs pendant plusieurs décennies. Voilà. Les Chinois arrivent très bien à construire des EPR. Ils ont construit Taishan. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a quelques questions sur le sujet. Mais si on a le temps. Mais on n'a pas construit que Taishan. Que pas Taishan, oui. Tout à fait. Et ils prévoient d'en construire 350 peut-être pas 350. 150 d'ici 2050. 140 milliards. Donc aujourd'hui, ils en sont à 3 réacteurs par an, 2020-2021. Et ça va monter à 7 et 10. C'est comme quoi il y avait une volonté politique à un moment. Oui, mais alors, donc, choix. Question des compétences. Est-ce qu'on a, parce que la volonté politique, visiblement, elle est là. Enfin, on verra bien, il y a les élections présidentielles qui arrivent, donc de relancer la filière. Est-ce qu'on a les compétences pour le faire ? Donc, il y a eu un rapport de Jean-Martin Foltz, c'est ça, l'ancien patron de PSA, qui a soulevé un certain nombre d'inquiétudes. Et depuis, je parle évidemment sous votre contrôle, il y a un plan qui s'appelle Excel. Et donc EDF, avec combien, Myrto ? Une quarantaine de sous-traitants, c'est ça, est en train de faire monter justement un véritable plan de compétences. Enfin, c'est Framatome, la filiale d'EDF qui s'occupe de ça. Ouais. Faire monter un véritable plan de compétences pour être sûr d'être au rendez-vous. Il est même tout à fait bien engagé et a déjà apporté un certain nombre de résultats, qui fait que maintenant la filière a retrouvé tout à fait confiance dans sa capacité à mener les programmes qui lui seront commandés. On espère, parce qu'on attend encore cette décision. Je pense que ce qu'il est important de dire sur la question des compétences, c'est qu'au-delà de l'attractivité qui, effectivement, a été mise à mal pendant un certain nombre d'années, parce que quand on annonce la fermeture de réacteurs opérationnels, forcément, ça ne donne pas forcément envie aux jeunes d'y aller. Donc aujourd'hui, c'est en train de changer. N'empêche que pendant 20 ans, on n'a pas construit. Et la capacité à construire aux sous-traitants, parce que c'est énormément d'entreprises qui sont impliquées, et c'est très bien qu'il y ait énormément d'entreprises, parce que ce sont des sous-traitants
gens très qualifiés, très spécialisés, qui interviennent aussi dans différents secteurs, qui font du retour d'expérience d'un secteur sur un autre. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait cette multiplicité, cette diversité d'acteurs très qualifiés. Il faut qu'ils réapprennent à travailler ensemble, qu'ils recontractualisent entre eux, qui redéfinissent aussi les règles de qualification avec l'autorité de sûreté réglementaire, qui elle aussi doit monter en compétence parce qu'elle aussi a perdu l'habitude d'avoir des réacteurs de nouvelle conception, de gérer et de suivre un chantier. C'est loin d'être évident. Je pense que la faute originelle, entre guillemets, de Flamanville, ça a été d'annoncer un budget et un délai qui étaient des annonces politiques, soyons clairs. Alors, c'est un secret pour personne. J'étais chez Areva et j'étais à la direction des offres PR à Reste l'époque. sur aujourd'hui, les compétences, est-ce qu'on a les moyens? Ne partons pas sur Flamanville. On était bien en deçà de ce qui était envisageable, possible. Referme ce tiroir. Aujourd'hui, donc les compétences EDF se confiant, reconstruisent. et on peut avoir confiance dans sa confiance. Moi j'ai tout à fait confiance, non seulement dans la confiance d'EDF, dans la confiance de l'intégralité de la filière nucléaire française, qui sont 2500 entreprises très qualifiées, dans la compétence de la filière européenne, parce qu'en réalité c'est des projets européens, parce qu'il y a énormément de pays qui sont impliqués, il y a énormément de nationalités représentées sur le chantier, et c'est pas parce que c'est de la sous-traitance au rabais, loin s'en faut. Et puis tout le reste de l'Europe qui se remet aussi en ordre de marche. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé de la Hollande. On peut aussi parler d'un certain nombre d'autres, notamment dans les pays de l'Est, qui se mettent en configuration de redémarrer. Et la filière nucléaire, c'est la 3e filière industrielle en France. 200 000 emplois. Donc, après après l'automobile et l'aéronautique. Donc on est quand même sur un secteur où on a les bases pour développer cette compétence. Nicolas. Après, moi je partage le fait qu'il y a eu beaucoup de choses à éponger le Flamanville. On a parlé des arrêts de construction pendant 20 ans. Il faut voir aussi que la France s'est extrêmement désindustrialisée pendant longtemps. Donc les synergies qu'il peut y avoir entre les secteurs, aujourd'hui, vous les avez plus. Mais donc c'est Civaux 2002, la fin de la dernière, c'est-à-dire qu'il y a entre Civaux 2002, mise en service en 2002. En 2002, ouais, c'est ça. Et Flamanville, il y a la Finlande, mais en fait, il faut regarder aussi les démarrages de chantier. Et du coup, on est à 20 ans. Mais c'est aussi pour ça que on veut relancer des EPR aujourd'hui. C'est parce que l'État veut dire je mets un soutien à une filière industrielle d'excellence, donc la 3e, pour recréer un tissu avec industriel. Des capacités exportatrices en plus. Mais avec des capacités exportatrices, mais surtout créer le tissu de PME qui fait que derrière, on va pouvoir se réindustrialiser sur d'autres chantiers. Et là, à mon avis, la crise du Covid a beaucoup aidé parce que tous ces délires de société post-industrielle où on serait une nation 100% avec une industrie de services et que l'industrie c'était sale et autres, on laisserait ça aux pays émergents. Ça, cette vieille idée, c'est terminé. On voit bien qu'il y a besoin d'une industrie, il y a besoin de ces emplois d'artisanat qui se rapprochent souvent de l'artisanat quand on parle du nucléaire. Et donc, moi, c'est plus en ça que j'ai confiance, c'est qu'il y a une réelle volonté de se réindustrialiser. Après, EDF demande déjà 6 EPR, donc ça commencera par paire. Il faudra voir ce que donnent les premiers chantiers. Mais à vrai dire, Stéphane, moi je suis plus inquiet sur toutes les étapes réglementaires, les financements, les débats qu'il va y avoir, que sur la réelle capacité à construire. Il faut bien voir que, pour moi, alors tout le monde le sait ici, mais il faut le dire, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus lancer un certain nombre d'opérations, comme le terrassement des terrains, si vous n'avez pas l'autorisation de financement. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on terrassait les terrains parce que ça permettait d'anticiper. Alors, de ce que j'ai compris, c'est que ils vont aller à Panly, donc où a priori tout était prêt pour accueillir des réacteurs. 3 déjà. Voilà. Ensuite, ils vont à Gravelines, c'est ça, où là aussi, a priori, ils vont se mettre au cul d'une centrale où il y a moins de sujets quand même d'autorisation et de difficultés avec toutes les parties prenantes. Avec les parties prenantes, ça va peut-être être moins difficile. Par contre, le fait qu'il faut attendre les financements avant de lancer les terrassements de terrain, ce qu'on a déjà fait à Panly pour Panly 3, qui n'a pas été fait, ça c'est quand même un peu dommage, parce que c'est comme ça que sur un chantier industriel, on parallélise mal les tâches et on prend 3 ans de retard. Donc c'est pour ça que EDF dit, aujourd'hui, ça va être 15 ans, dont 5 ans d'instruction. 5 ans d'instruction, c'est énorme. Commencer les terrassements avant.
Ce qu'il faut quand même rapidement, parce qu'il faut qu'on avance ensuite. C'est que en 15 ans, on a construit plus de 50 nucléaires, plus de 50 réacteurs. C'est le parc français. Pourquoi ? Parce qu'on a construit de manière absolument systématique, en série et en ligne. On l'a fait il y a 30 ans. Honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire maintenant. Moi, j'ai toute confiance dans le fait qu'on peut le faire. La réalité que notamment exprime Nicolas, c'est qu'un industriel a besoin de visibilité et de stabilité du cadre. Quand vous construisez une centrale nucléaire, même si vous en construisez plusieurs en série rapidement, un projet prend quand même entre 5 et 7 ans, voire 10, depuis la décision qui est prise jusqu'à la mise en ligne. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la décision pour les 6 réacteurs, on ne l'a pas encore. Pas encore. Il faut quand même rappeler qu'elle n'est encore pas là. Tout à fait. Et que tant qu'elle n'est pas là, EDF ne peut pas démarrer. Il faut aussi se souvenir qu'EDF a pour grand ordonnateur son ministère de tutelle et que c'est lui l'actionnaire qui va dire allez-y ou n'y allez pas. Par contre, il y a quand même une précision à ajouter. EDF, aujourd'hui, n'est pas dans la situation dans laquelle ils étaient à l'époque. Et à l'époque, ça n'était pas des fonds publics. C'est EDF qui s'est endetté et qui a remboursé intégralement le prêt qui a été fait par l'État. Non, mais on ne parle pas de budget de l'État. On ne parle pas d'argent public, on parle d'un argent privé. Je ne sais pas si, au sens maastrichtien, ça n'aurait pas été considéré comme de la dette publique. Oui, on ne va pas ergoter là-dessus, mais ils étaient 100% nationalisés. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que EDF n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Ils n'est pas capable de rentrer dans ce schéma de financement qu'ils ont eu à l'époque. Et donc aujourd'hui, nécessite non seulement de la visibilité politique sur la décision, et ça veut dire une décision qui dépasse le cadre des mandats électoraux, forcément. Et puis, ils ont besoin aussi d'une capacité et d'un soutien financier. Et ce n'est pas un soutien financier de l'État, c'est une garantie qui permette de faire que ce fameux coût de l'argent avec lequel on a commencé la discussion soit à un niveau suffisamment bas pour que ça soit viable. Il y aura besoin d'un financement d'État quand même. Mais bon, SMR, XSMR, etc. Ça change la donne, c'est anecdotique. Ça ne change pas la donne, c'est pas anecdotique par contre. Bon. Non, ça ne change pas la donne. Les petits réacteurs. Donc les petits réacteurs. Ça ne change pas la donne parce que ce qu'on va construire là en priorité et surtout en France, c'est des EPR. Donc des EPR2. Après, ça fait quand même... les SMR, tout le monde, le grand public a découvert ça avec les annonces de Macron. Absolument. Ça fait quand même... ça lui faisait plaisir. Il y a longtemps qu'on en parle parce que y a un sujet sur l'usage qu'on fait des réacteurs nucléaires. Alors aujourd'hui, un réacteur nucléaire, ça sert à faire de l'électricité. Mais demain, ça peut servir à faire d'autres choses. On a notamment les Russes qui ont réussi à mettre des réacteurs nucléaires sur bateaux pour alimenter des zones isolées. Donc quand même une sacrée innovation et un sacré nouveau service qui peut être rendu par le nucléaire. Et sur les petites unités de charbon et gaz de quelques centaines de mégawatts, un réacteur nucléaire de 1,5 giga, c'est pas toujours adapté à la fois aux besoins et au réseau qu'il y a autour. Donc compléter la gamme d'offres du nucléaire français avec des SMR, c'est une innovation importante et surtout d'un point de vue géopolitique. Et je veux bien insister là-dessus, d'un point de vue géopolitique, c'est très important parce que la Chine et la Russie sont quand même bien en avance là-dessus et commencent à exporter et donc à tisser des liens géopolitiques avec des pays. C'est aussi pour ça que le Canada et les États-Unis ont investi là-dedans, donc aux États-Unis avec le réacteur qui s'appelle Muskel, et que là, voilà, on a enfin eu une décision politique en France en disant voilà, on va mettre 1 milliard d'euros pour la R&D dans ces petits réacteurs. Ça changera pas la donne. On va quand même construire des EPR. Par contre, ça complète la gamme et ça permet d'avoir de nouveaux usages pour des réacteurs nucléaires. Moi, je pense que c'est intéressant, mais c'est un peu plus long terme. Benjamin. Là où Nicolas a raison, c'est que c'est intéressant plus sur le plan géopolitique parce que sur le territoire français métropolitain, on a un territoire avec une densité qui est plutôt bien adaptée à des gros réacteurs nucléaires. Ça peut être intéressant pour les territoires d'outre-mer, effectivement, là où c'est plus difficile. Pour des régions reculées, ce qu'ont fait les Russes, effectivement, avec ce réacteur qu'ils ont mis sur une barge flottante. Mais effectivement, ça ne va pas changer la face du monde pour le marché français intramuros. Dernière question, Myrto, dernière question, réponse courte. Et on peut rouvrir Fessenheim ? Non. Alors, malheureusement, non. D'accord. Et j'espère que ça va nous faire réfléchir à deux fois avant de se retrouver dans une situation où on ferme. Et je dis ça notamment pour nos amis belges. Mais techniquement, c'est impossible. Et pour nos amis allemands.
Ça serait à des conditions de coûts, d'efforts, de remise en On a commencé à enlever les rotors, on a commencé à enlever. Il y a des pièces qui ont été enlevées, donc il faudrait tout ramener. Extrêmement significatif. Là, il faut impérativement que la décision de relancer la filière se prenne très rapidement. Et puis, il faut surtout que nos amis belges et nos amis allemands ne fassent vraiment pas cette erreur. Il y a. Attends, tu sais quoi, on va y aller. Je pars déjà du principe que. C'est la question qu'on va poser dans un instant, après la pause. Stratégie européenne ou pas, c'est à venir. On repart les amis, donc débat sur l'énergie, mais en fait ça va être je ne sais pas si on va avoir le temps de parler d'autre chose que du nucléaire, mais après tout j'apprends des tas de choses, donc c'est très intéressant. Donc stratégie européenne, est-ce que, donc là on a une nouvelle coalition en Allemagne, qui, alors on en a beaucoup parlé dans cette émission, écrit les choses, voilà, les choses sont très claires, et donc ils n'ont absolument pas l'intention de revenir sur une stratégie qui est une stratégie de fermeture des centrales nucléaires allemandes qui tournent encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut marier les deux? Est-ce qu'on peut avoir une stratégie européenne avec une France qui relance le nucléaire et une Allemagne qui a la volonté de tourner la page? On n'est pas dans une France qui relance le nucléaire et une Allemagne qui tourne la page. On est dans une Europe qui relance le nucléaire. C'est vrai. Et un groupe de pays qui, chance pour eux, sont très centraux géographiquement sur la plaque électrique européenne. Donc c'est qui? C'est Allemagne, Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg. La Belgique. Eux, c'est les meneurs, entre guillemets, et ils sont suivis par la Belgique aujourd'hui, qui effectivement planifie de fermer ses centrales nucléaires et de les remplacer par des centrales à gaz subventionnées sur fonds publics, cette fois-ci, littéralement, et par l'Italie, qui ne redémarre pas comme elle en a eu l'intention assez récemment. Ah, effectivement, donc, ça fait beaucoup quand même. C'est important parce que notamment pour ce qui est de l'Allemagne et de l'Italie, qui heureusement a décidé d'adopter une position relativement neutre au niveau de la Commission, ce sont des pays qui ont des populations importantes. Et quand vous avez une population importante, vous pesez dans les décisions de la Commission européenne, et c'est ce qui fait aujourd'hui que le choix allemand, quelque part, est en train de s'imposer aux autres. Et le choix allemand aujourd'hui de sortir du nucléaire pour une transition énergétique qui aujourd'hui ne donne pas les fruits qu'ils en attendaient et pour des coûts extrêmement élevés. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent encore maintenant à l'envisager ou à la poursuivre? C'est parce qu'ils sont, encore une fois, très centraux, extrêmement interconnectés et qu'ils ont une politique vis-à-vis de l'Union européenne de faire porter à l'Union européenne et aux autres pays une partie de cet investissement nécessaire, que ce soit dans les interconnexions de réseaux qui sont extrêmement importantes et qui vont être démultipliées, de soutien aux énergies renouvelables électriques que sont l'éolien et le solaire. Et finalement, cette nouvelle coalition, là où c'est intéressant, c'est qu'elle a décidé de poursuivre, mais par contre, elle a un peu levé le pied sur l'opposition frontale, explicite que l'Allemagne mettait sur le développement du nucléaire ailleurs en Europe. Peut-être pourquoi? Peut-être parce qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'il y ait des capacités pilotables qui restent. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est plus dans une logique de décarbonation, ce qui était quand même l'objet, de retrouver une vraie trajectoire pour nos objectifs climat. On est dans une stratégie européenne qui va devoir s'organiser sur la stabilité du réseau et l'approvisionnement. Et là, on est revenu sur des situations du passé, qu'on ne devrait pas rencontrer. Est-ce qu'on est capable de répondre à la demande? Pour compléter ce que dit Myrto, il y a aussi une stratégie gazière derrière. C'est-à-dire que l'Allemagne, dans son avenir, se voit comme un hub gazier central. La même coalition dit que le Nord Stream 2, donc le nouveau gazoduc qui vient directement de Russie, les choses sont moins claires. Les choses sont moins claires, mais ils disent quand même qu'ils vont accepter le fonctionnement. Ils vont quand même ouvrir des centrales à gaz d'ici 2030. C'est-à-dire que d'ici 2030, ils ont une stratégie qui est extrêmement ambitieuse de sortie du charbon. Ouais. Alors, ils auraient pu le faire avant, mais bon. Donc, de sortie du charbon avec 80% d'énergie renouvelable. Mais derrière, ambitieuse, voire un peu futuriste. Difficile à En tout cas, ils sont clairs et nets là-dessus sur le fait qu'ils vont ouvrir des centrales à gaz.
Donc c'est écrit. Donc même si Nord Stream 2, honnêtement, je pense qu'il va arriver en service à un moment. Ça a coûté. Même si Nord Stream 2 n'est pas mis en service, mais je pense qu'il sera mis en service. L'Allemagne se voit vraiment comme un hub gazier et dans leur stratégie, dans le récit de neutralité carbone que l'Allemagne raconte, c'est qu'ils vont pouvoir importer de l'hydrogène ailleurs dans le monde et le redistribuer un petit peu partout en Europe. Donc ça, je ne sais pas si ça va arriver, mais c'est un récit. Si tu veux, quand l'Allemagne vend sa neutralité carbone, elle se vend avec sa place qu'elle a au centre de l'Europe, très interconnectée en électricité, en gaz également, et en hub gazier hydrogène pour tout le reste de l'Europe. Ce qui vient contrarier ça, c'est effectivement le nucléaire, qui est pilotable, et dont on aura en grande partie, je pense, besoin pour la stabilité du réseau électrique européen, parce que moins de charbon, moins de gaz, c'est pas moi qui irai pleurer là-dessus. Par contre, ça veut dire moins de machines tournantes, et donc une stabilité qui est plus compliquée à assurer en Europe, sachant qu'avec les renouvelables, tu n'as pas ces grosses machines tournantes qui assurent une certaine stabilité, et ça peut être dangereux pour le réseau européen. C'est aussi un des arguments de déploiement de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est la question de la stabilité. Et en fait, si l'Allemagne se bouge aussi là-dessus, c'est parce que la France a commencé à enclencher le bras de fer. C'est-à-dire que la France, effectivement, n'est pas toute seule, elle a réussi à se trouver des alliés pour dire non, l'Allemagne, on va mettre le nucléaire dans la taxonomie, le reste de l'Europe veut relancer le nucléaire. Et ça, c'est important dans les négociations européennes parce qu'il n'y a rien de pire que d'être isolé. Donc là, la France a décidé d'entamer ce bras de fer à trouver des alliés. Et donc l'Allemagne a dit bon, ok, on va peut-être s'arrondir un petit peu. Par contre, vous nous laissez le gaz, quoi. Bah, c'est là où les Pays-Bas, c'est important parce que dans les négociations européennes, ils ont un poids réel. Attends, Benjamin. Le régulateur européen du réseau de distribution européen, d'ailleurs, s'en est ému cette semaine. Il dit il y a un vrai risque. Un véritable risque avec la perte de ces machines tournantes qui assurent la stabilité réseau sur la fréquence de façon à ce que le réseau ne tombe pas. Et ils disent il y a un véritable risque. C'est pas à nous d'en estimer la portée, d'estimer s'il est tolérable ou pas, c'est aux politiques, mais il y a un véritable risque sur le réseau européen à un horizon moyen terme compte tenu des décisions qui sont prises. Pour redire ce qu'a dit un peu Myrto, la position centrale est extrêmement importante parce qu'il y a du coup la possibilité d'importer de l'électricité de partout. Donc, c'est ça qui permet aux Allemands d'être plutôt confortables. Après, la question qui se pose, c'est si on ne fait pas de nucléaire, on fait quoi à la place? Nous, en France, si on ne fait pas de nucléaire, vu l'âge des réacteurs, on va devoir faire autre chose. Donc, on va devoir faire des centrales à gaz. On n'a pas. Non, mais on a répondu à cette question dans la première partie, Benjamin. Je voudrais juste dire une dernière chose sur la taxonomie. On a trouvé des alliés, certes, mais nos premiers alliés, ce sont les scientifiques. Il y a eu 2 rapports scientifiques et les 2 rapports ont conclu que le nucléaire ne faisait pas plus de mal que les autres technologies électriques qui avaient été renseignées dans la taxonomie. Donc, il faisait autant de bien. Voilà, donc la question des alliances, elle commence par là. La science dit... Oui, mais à la limite, c'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est, mais tu y as répondu, voilà. En l'état actuel des choses, il y a un risque réel, vu la divergence au cœur de l'Europe des politiques énergétiques. Attends. En fait, il n'y a pas de politique européenne. Non, chacun voilà, fait son marché dans son coin. Et en fait, tout le monde compte sur les voisins pour arriver à équilibrer le réseau au moment où il y a besoin. Ouais. Juste une remarque là-dessus. On a un hiver qui est un peu compliqué, là, en plus avec les nouvelles annonces de EDF, avec des manques de disponibilité. Si on avait des difficultés à passer cet hiver, je me demande dans quelle mesure l'opinion publique allemande, qui est déjà un peu en train de changer d'avis sur le sujet, ne mettrait pas un peu plus la pression sur son gouvernement sur le nucléaire. Myrto. J'attends de voir. Peut-être quelques éléments. Il est important de se souvenir qu'il n'y a pas d'union de l'énergie. Donc il n'y a pas de politique unifiée de l'énergie au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, en Europe, on a un foisonnement, une diversité de mix énergétiques qui est absolument fantastique parce qu'on peut littéralement tester et voir la réalité de ce que peuvent donner les différents choix énergétiques qu'on peut faire. La deuxième chose, c'est que les États sont souverains en termes d'énergie. Et ce qui se passe avec la taxonomie, c'est que la Commission européenne s'invite, grâce à sa prérogative sur le climat et les politiques climatiques, dans les choix énergétiques des États et empiète un petit peu sur la souveraineté énergétique des États. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que, en fait, donc la France est désormais leader finalement de ce mouvement qui appelle à la bonne considération du nucléaire dans un mix énergétique qui se veut extrêmement décarboné, auquel les SMR vont contribuer pour décarboner en profondeur, c'est-à-dire encore plus que simplement la portion électrique
de l'ensemble du mix énergétique, dont en France, elle ne représente que 22%. Il faut se rappeler ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde du temps pour parler des autres. Ceux qui ont démarré, en réalité, c'est les pays de l'Est de l'Europe. C'est la Tchéquie, la Slovénie, la Slovaquie, la Pologne, qui ont commencé à appeler pour... Et c'est eux qui ont été les moteurs initiaux d'une demande que le nucléaire soit mieux reconnu. On finit par faire re-rentrer la France et que la France reprenne ce leadership qui était attendu d'elle. Et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Et c'est très important parce que quand Nicolas et Benjamin parlent de stabilité, ils ont tout à fait raison. On a un vrai risque de stabilité du réseau. Mais au-delà de ça, on a un risque d'approvisionnement. C'est-à-dire que les fameux fossiles nucléaires hydrauliques, qui sont les énergies pilotables, qui sont capables d'apporter de manière continue de l'électricité en fonction de la demande, quand vous réduisez ça, il vous reste effectivement des capacités peut-être très importantes d'énergie renouvelable intermittente, mais comme leur nom l'indique, qui sont intermittentes. Et ce mois-ci, en ce moment, on est à 7-8% de la capacité éolienne en Europe, de leur capacité installée. C'est-à-dire qu'il n'y a que 7-8%. C'était le cas sur toute l'année. Et c'est ce qui fait que... Et alors, c'est le cas sur toute l'année, c'est encore pire. Alors, ça, c'est un et dans phénomène, ces cas-là, c'est un vous phénomène vous appuyez intéressant sur parce que il y a, déjà, je voudrais dire que la Commission européenne qui s'invite dans les mix énergétiques, c'est pas totalement nouveau. Le paquet 320, c'était déjà 20% d'énergie renouvelable. Mais toujours aussi problématique. Et il y a quand même l'Europe, il y a quand même l'Europe des réseaux. Il y a quand même l'Europe des réseaux qui impose des interconnexions. Mais après, sur le vent, la production allemande et la production française éolienne, cette année, seront moins élevées que l'année dernière, alors qu'on a plus de capacités éoliennes installées. On a eu des régimes de vent défavorables qui ont été en partie à l'origine de la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, le vent, ça peut apporter des services dans certaines situations et ça peut être pas cher. Le problème, c'est quand c'est là. Et là, cette année, on a eu des régimes de vent assez défavorables. Il faut attendre. Voilà, c'est des régimes de vent, ça varie chaque année. Donc effectivement, malgré le fait qu'on ait plus de capacités éoliennes installées en France et en Allemagne cette année, on a eu moins de production et ça cause quelques problèmes d'approvisionnement. Et donc on tire sur le gaz fossile à ces moments-là. Et là où c'est intéressant... Un moyen de faire une bonne passerelle pour la suite de ton débat, c'est qu'en fait tout ça pose aussi une question de souveraineté européenne. Parce qu'on le disait, si on ne fait pas de nucléaire, on va faire des renouvelables, mais à côté, il faudra quand même avoir quelque chose de pilotable, et donc plutôt du gaz. Aujourd'hui, il se trouve que les principaux fournisseurs de gaz de l'Europe, c'est la Norvège, qui est en déplétion, elle a atteint son pic de production, c'est l'Algérie, où c'est relativement compliqué, et c'est la Russie. Et donc on se remet totalement dans les mains de la Russie. C'est clair. Alors ça peut être un choix, mais il faut en être conscient, il faut que ça soit un choix éclairé. Non, ça peut pas être un choix. Et alors là, je disais ça de façon très politiquement correcte. D'expert, mais le truc, ça peut être un choix. Non. C'est un choix politique, mais c'est pas forcément le bon. Non, et c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que non seulement la Russie est notre fournisseur principal de gaz, va le rester et va l'être de plus en plus, si le pipeline Nord Stream 2 est effectivement mis en route, mais il faut aussi savoir que l'Union européenne, c'est 80% en termes de clientèle pour les Russes. C'est-à-dire que non seulement nous sommes dépendants d'eux, mais ils sont dépendants de nous aussi. Ce qui finalement accroît encore plus la dimension stratégique de cette relation pour les Russes. Sachant que c'est de moins en moins le cas, puisqu'ils exportent aussi à l'Est, vers la Chine. Donc ce qui va commencer à poser des problèmes quand on dépendra trop du gaz et qu'on ne voudra pas payer pour ça. Et on n'a pas parlé... on n'a pas parlé de quoi, Myrto ? Du gaz liquéfié et de la relation des États-Unis et notamment de l'approvisionnement du continent asiatique de ce point de vue-là qui a donné lieu à la crise des prix de l'énergie récemment. Mais on n'est pas tout à fait sûr, alors je parle sous votre contrôle, mais juste très très vite là, parce qu'on n'est pas tout à fait sûr en fait de ce que Biden veut faire sur le fracking, sur le gaz naturel liquéfié, sur la production en énergie fossile aux États-Unis. Il y a ce qu'il veut faire et il y a ce qu'il peut faire, parce que c'est-à-dire il y a une grosse partie qui se trouve pas sur des terres fédérales, donc il n'a pas de pouvoir dessus. Donc il peut interdire le fracking à certains endroits, mais pas partout. Je savais même pas ça, Benjamin, c'est vrai ? Si, bien sûr. Oui. Mais le président des États-Unis a en fait peu de pouvoir sur la politique nationale, c'est plus sur la politique internationale. Et pour parler de l'approvisionnement en gaz,
gaz, on a très peu de contrats long terme en fait en Europe parce qu'on les a spotifiés. Et on parle de les interdire. Il y a un article ce matin sur le sujet, on parle de les interdire en 2049. Donc en fait, l'approvisionnement en gaz en Europe, quoi qu'il se passe aux États-Unis et en Russie, est de toute façon de plus en plus incertain il va dépendre de plus en plus du marché spot. Mais juste parce que moi Et j'apprends donc, des non trucs. seulement Attends, j'apprends un truc, je veux juste être sûr. Donc le fameux, c'est le bassin permien, c'est ça, au Texas, qui est un énorme producteur de Texas, c'est le Nouveau-Mexique. Voilà, de pétrole et de gaz. C'est le plus gros effectivement aujourd'hui. Le président des États-Unis d'Amérique ne peut pas interdire une pratique industrielle. On avait fait un article avec Maxence Cordier aussi sur le sujet, qui est un spécialiste de ces questions-là. En fait, au-delà de ça, en plus, les producteurs sont plutôt intelligents. C'est-à-dire que quand ils ont vu qu'il y avait une forte probabilité que Biden soit élu, ils ont déposé plein de demandes de permis pour les obtenir. Donc ils ont une réserve de permis pour pouvoir continuer à fracker. Et il y a surtout, je crois que c'est surtout le golfe du Mexique qui est concerné par l'interdiction de fracking. C'est là que Biden a vraiment une possibilité d'agir. D'accord. Sur le reste, ses possibilités sont beaucoup plus limitées. Ok. Mais se souvenir bien sûr que les États-Unis ont leur propre demande intérieure, qu'ils nourrissent d'autres que nous, et que, pour revenir sur ce que Nicolas disait tout à l'heure, où finalement l'Allemagne s'est un peu mis au centre, le point d'entrée du gaz en Europe, c'est vrai pour le gaz russe, ça va être aussi vrai pour le gaz liquéfié, parce qu'ils ont construit d'ailleurs pour compenser un petit peu la relation qu'ils étaient en train de développer avec les Russes auprès des Américains, le grand port méthanier va aussi être en Allemagne. Donc en fait, c'est un peu en Europe, non seulement on va perdre notre souveraineté, mais on va perdre notre souveraineté vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi on va, à l'intérieur même de l'Europe, on va être de plus en plus dépendant de ce grand voisin allemand qui va avoir la main sur presque tous les robinets de gaz. Et ils relancent le nucléaire aussi, les Américains, ou pas? Ils sont dans quelle disposition d'esprit? Les Américains relancent assez sérieusement le nucléaire. Alors, ils ont plusieurs manières de le faire. Bon, évidemment, eux, parce que c'est aussi très, très culturel et c'est aussi très cohérent avec leur manière de gérer le marché, le soutien au marché, etc. Il y a énormément d'incitation à tout ce qui est start-up, entrepreneuriat, etc. Ils ont un peu considéré que le parc nucléaire actuel de la troisième génération, il était ce qu'il était, et en fait, ils encouragent très fortement la génération 4 et les futures générations de réacteurs. Et là où ils ont aussi une approche des fameux SMR, qui est peut-être un peu différente de la nôtre, c'est que comme ils sont sur des situations de financement de marché beaucoup plus libéralisées que les nôtres, finalement c'est plus facile pour eux, dans un contexte américain, de financer des nouvelles centrales SMR, parce qu'ils ne sont pas dans une logique de garantie d'État et pour le coup, les SMR très long terme. Les SMR sont en plus un game changer aux États-Unis qu'en France. Tu as dit quoi? Les SMR sont plus un game changer aux États-Unis qu'en France, et ils mettent quand même des financements beaucoup plus conséquents que les nôtres sur les SMR. La P1000, c'était pas une super histoire industrielle. C'est quoi la P1000? La P1000, c'est l'EPR des États-Unis. C'était pas une super histoire industrielle. Par contre, ils ont décidé de dépasser ça et de se lancer sur des nouveaux modèles. Donc la SMR, la génération 4. Il faudra voir ce que ça va donner ensuite quand ce sera construit. Ce qui est important aux US, c'est que Kerry était anti-nucléaire, il est devenu pro-nucléaire, et il dit qu'il faut développer la filière. Donc ça, c'est John Kerry, qui est le ministre de l'Environnement. Oui, enfin bref, l'ancien vice-président qui est aujourd'hui président des États-Unis. Voilà, c'est ça. Mais qui est le monsieur climat de Biden, quoi. Voilà, on va dire ça. Et donc le message, et qui a pris une dimension dans la hiérarchie des ministres, des secrétaires d'État, de l'équivalent des ministres américains, bien plus élevé que ce qu'il était à l'époque. C'est un peu comme notre ministre de l'Environnement qui est devenu un ministère d'État. Ils ont donc cette volonté politique affichée, et au-delà de ça, ça se confirme aussi dans les faits, puisque les États-Unis font partie, je pense, des premières nations à avoir prolongé certains réacteurs nucléaires jusqu'à 80 ans. Ouais. Voilà, donc il y a une vraie volonté là-bas. Le pétrole, Benjamin. Ouais. Il y a de quoi s'inquiéter. Donc, en termes de proportions, tu as donné les proportions tout à l'heure, Myrto, mais il faut avoir ça en tête. En termes d'énergie globale en France, les hydrocarbures, le pétrole, ça reste quelle proportion? Alors en France, c'est un peu moins qu'ailleurs, mais on est entre 60 et 65% de l'énergie consommée. Consommée. Ouais. Parce qu'on parle toujours effectivement de ce débat sur l'électricité, mais on oublie toujours cette partie-là, qui est la partie de loin la plus importante. Alors sur le pétrole, moi je suis très inquiet depuis très longtemps. Ouais. Et j'avais dit, je crois, chez Grégoire, chez vous, il y a déjà en avril 2020, j'avais dit il faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est en train de préparer pour, après la crise sanitaire, une crise pétrolière. Pour deux raisons. La première, c'est que on a la conjonction de deux choses. D'abord,
un flux de pétrole très vite. Comment ça fonctionne? On met une paille dans une poche qui est sous la terre, donc qui est sous pression. Avec la pression, le pétrole remonte. Moins il y a de pétrole dans la poche, moins il y a de pression, donc moins il y a de pétrole qui remonte. Ce que je viens de décrire s'appelle la déplétion naturelle. Ouais. Donc tous les ans, on perd à peu près 4 à 5% de la production mondiale de pétrole si on fait rien. Donc il faut investir pour compenser cette perte. L'OPEP avait dit fin 2015, il faut investir environ 630 milliards de dollars par an. Les prix se cassent la figure à partir de 2015-2016, et là, les investissements commencent à baisser. On investit depuis 2016, en gros, entre 400 et 450 milliards de dollars par an. Donc il en manque. Et donc on sait que la production conventionnelle va baisser. Dans le même temps, on se dit oui mais c'est pas grave, on a trouvé un nouveau truc là aux États-Unis, les pétroles de schiste, ça va nous permettre de compenser parce qu'ils ont une croissance complètement dingue. Sauf que 2020 arrive, il y a des auditions devant la Texas Railroad Commission qui s'occupe du pétrole comme son nom ne l'indique pas pour des raisons historiques. Et là les producteurs de pétrole de schiste disent eux-mêmes, ça fait 10 ans qu'on détruit de la valeur. Et en 2018, déjà, les investisseurs avaient commencé à en avoir marre et avaient dit maintenant arrêtez les objectifs de productivité, passez à des objectifs de rentabilité. En gros, le pétrole de schiste, c'est quoi? C'est un puits qui, lui, a une déplétion de 70% au bout de 18 mois. Donc en gros, tu es un coureur à pied, tu es sur un tapis roulant et ce tapis, il va de plus en plus vite. Tu sais comment ça se termine. Et là, on en est arrivé à ce point-là. Donc la croissance, les shales repartent à la hausse, essentiellement dans le Permien. Et on est très loin de la production qu'on pouvait avoir avant 2019. Elle est remontée, on est revenu à 90%. Benjamin, à l'arrivée, c'est quoi? À l'arrivée, dans 5 ans, on a un baril à $200? À l'arrivée, pour moi, on a dans 5 ans un baril, bien avant 5 ans, on a un baril à $100. Possiblement l'année prochaine. Possiblement l'année prochaine. Et aujourd'hui, les grandes compagnies pétrolières, enfin, on a vu par exemple le programme de Total qui est très détaillé. Comment veux-tu aller investir dans le pétrole aujourd'hui alors que tu as des pressions de tes actionnaires qui te disent, c'est ça. Il faut arrêter, il faut switcher dans le pétrole. Voilà. Le seul problème qu'on a, de la COP26, la grosse erreur qu'on a commise dans tout ça, c'est qu'on a commencé à s'occuper de la transition énergétique en réduisant l'offre de pétrole. C'est ça. Et ça, Pouyanné l'a dit il y a quelques jours, et je le dis depuis un certain temps, c'est une certitude, on s'est occupé de réduire l'offre et on ne s'est pas occupé de réduire la demande. Ouais, ouais. Sauf que les solutions alternatives ne sont pas prêtes. Donc comment veux-tu que ça se passe? Ça se finit forcément mal. Donc le prix du pétrole va monter à un moment qui est le plus mauvais pour nous, et ça va avoir des conséquences possiblement difficiles sur la croissance. Ça veut dire que les 12-15 milliards, en gros, qu'on est en train de dépenser quand même pour la bosse des hausses des prix de l'électricité, là, hein, entre les 3,8 milliards, le chèque énergie, et puis... On fera les comptes à la fin. On fera les comptes à la fin, mais voilà, mais l'idée de 12 milliards sur l'ensemble n'est pas idiot. C'est des éléments auquel il faut s'habituer. Voilà, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on ne s'y habitue pas. Et moi, je pense qu'avec ces 12 milliards qu'on injecte dans les budgets des ménages, on est plus en train d'écoper un bateau dans lequel il y a plein de trous. Oui, alors, écoper un bateau dans lequel il y a plein de trous, c'est bien. Mais on va pas boucher ces trous, quoi. C'est-à-dire qu'avec un pétrole, rien n'indique. Il va falloir le faire quand même, parce qu'il y a quand même un problème géopolitique là-dedans, et il y a quand même une Commission européenne qui met des objectifs. Alors, il faut que ce soit suivi des moyens, mais qui met des objectifs en disant 55% d'émissions de CO2 en moins d'ici 2030. C'est extrêmement ambitieux, et ça veut dire, du coup, réduire la demande de fossiles. Oui. Donc il faut électrifier. C'est-à-dire qu'il faut électrifier, il faut isoler. Ouais. C'est des options sans regret. Ouais. Est-ce que ça ira assez vite? J'ai un petit doute, mais il faut accélérer. Est-ce que ça fera des compétences? Alors pour le coup, tu n'as pas les bras pour isoler. Alors ça ne fera pas baisser. Il va falloir. C'est que pour moi, la transition énergétique, elle est nécessaire, elle est indispensable. On sait que si on la fait pas, ça nous coûtera plus cher que si on la fait. Bien sûr. D'accord. Par contre, il faut arrêter de dire, ça va nous coûter très cher et ça va être inflationniste parce que il y a plein de choses qu'on regarde pas. Moi, je m'intéresse beaucoup aux autres matières premières. Aujourd'hui, la demande de métaux, le FMI a fait un rapport là-dessus en octobre qui s'appelle Energy Transition Metals. Il parle de 4 métaux, le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Leur conclusion, c'est lithium, nickel, cobalt. Les prix vont augmenter d'un minima plusieurs centaines de pourcents entre aujourd'hui et 2030. C'est écrit dans un rapport du FMI. Hein. Alors, juste là-dessus, très vite, Benjamin, mais je découvre, parce que j'ai découvert ça, que donc il y a maintenant une nouvelle grande mine de lithium en Allemagne, qu'on pourrait en ouvrir une en Alsace. On réfléchit. C'est pas des mines. En Alsace, c'est pas des mines. On utilise la géothermie pour récupérer une partie. Mais en fait, il y en a beaucoup. Il suffit juste de se dire bon, ok, il faut aller le chercher. Non, on n'a pas le problème de disponibilité du lithium. Il y a le problème il faut 5 à 7 ans pour ouvrir une nouvelle mine, hein, déjà, de base. Donc, c'est pas mais on pour s'éloigne demain. un peu du truc. Mais oui, on s'éloigne du truc. Non, parce qu'en fait, le fait qu'on passe à des énergies beaucoup plus diffuses, ça va coûter plus cher. C'est une loi physique. Et le fait qu'on passe à des énergies intermittentes oblige à avoir un système de backup pour les jours où il n'y a pas de vent et pas de soleil. Ça peut être des batteries, ça peut être des centrales à gaz, ça peut être ce que tu veux. Mais du coup, tu payes pour deux services.
Et donc, du coup, forcément, le coût est plus élevé. En fait, pour tempérer ça, il faut bien voir qu'on a dit on électrifie, mais électrifier, c'est plus consommateur de cuivre. Et en fait, on va déplacer une dépendance des énergies fossiles vers les métaux. Donc en fait, c'est complètement le sujet, le sujet dont Benjamin parle. Du moment. Et en fait, ce qui est quand même très regrettable, c'est que dans cette histoire, on a une transition énergétique qu'on doit mener pour un certain nombre de raisons. Décarbonation, électrification, réindustrialisation, on en a parlé. Ça va ne faire que exploser de manière extrêmement significative la demande d'électricité. Donc ça, on en a parlé. Et en fait, la chose très regrettable, c'est qu'il y a quelque chose de très simple qu'on ne mesure pas, c'est les euros au gramme de CO2 évité, les euros au kilomètre carré occupé, les euros au gramme de cuivre consommé, etc. Et on ne mesure pas les performances des différentes technologies et des mix énergétiques, parce qu'il ne faut pas s'attacher que aux technologies de production d'énergie prises indépendamment les unes des autres, mais vraiment des systèmes électriques qu'elles engagent et qu'elles forcent à être mises en place, les réseaux, les backups, les stockages éventuels, les choses comme ça. On ne s'est pas intéressé à leurs performances réelles. Et si on le faisait, alors excusez-moi, c'est un peu mon rôle ici, mais je vais revenir sur la question du nucléaire. Le nucléaire, et Benjamin l'a dit, c'est une énergie extrêmement dense, qui est sans parallèle, sans équivalent, pour ce qui est justement de cette économie, finalement, de matériaux, d'espace naturel, de tout ce que vous voulez, finalement, au kilowattheure, rapporté au kilowattheure. C'était pas vraiment le débat dans lequel je voulais rentrer, Myrto, justement. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat. Regarde, je vais quand même juste compléter un tout petit peu. C'est que l'intérêt que cette densité énergétique provoque également, c'est qu'en réalité, la part de l'uranium à l'intérieur du prix du kilowattheure est entre 2 et 5%. Elle est extrêmement faible. Ce qui veut dire que, finalement, vous êtes extrêmement résilient aux fameux chocs géopolitiques, économiques, mondiaux, qui à la main desquels on est complètement quand on parle de pétrole et de gaz, parce que sous ton contrôle... On est un peu persuadés. Parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait beaucoup de nucléaire, on se retrouve quand même avec des prix qui augmentent pour l'électricité. Oui, mais elle va dire, en fait, le nucléaire... Non, à cause de la structuration du marché. En fait, le truc, c'est que même si on a plus de nucléaire, après, la consommation de métaux se fera sur les usages. Elle se fera sur les réseaux et elle se fera beaucoup sur le véhicule, sur les véhicules électriques. Donc, en fait, il faut repenser l'usage au-delà des moyens de production. D'où la question de l'efficacité, peut-être de la sobriété. On n'est pas obligé d'avoir ces bagnoles de 2 tonnes. Là, il y a des régulations à voir, mais plus sur l'aval que sur l'amont. Il faut conclure, les gars. Pour conclure. Débat de 2 secondes. 80% de notre énergie primaire aujourd'hui, ce sont des énergies fossiles. Voilà. On n'a jamais fait de transition énergétique dans notre histoire. On n'a fait que de l'accumulation énergétique. Donc il faut se lancer dans tout ça. Il n'y a pas vraiment de choix européens qui sont faits. Chaque pays fait son marché dans son coin en se disant je peux compter sur les voisins, en passant sur beaucoup notamment d'énergie intermittente. Au milieu de tout ça, on a une Commission européenne qui est un peu schizophrène, avec cette problématique de la taxonomie où on intègre le nucléaire ou pas, on intègre le gaz ou pas, et qui se matérialise aujourd'hui. On a une envolée des prix de l'électricité qui pose énormément de problèmes à nos industriels. La France a débloqué 150 millions d'euros pour compenser la hausse du prix du CO2. Donc en fait, on leur fait payer le CO2 d'un côté et on leur rend de l'autre. Donc la transition, en fait, elle prend énormément de retard. Il faut vraiment qu'on accélère parce que si on veut se passer du pétrole, il faut que les solutions alternatives soient prêtes. Les amis, tout cela était parfait. Merci infiniment pour cette émission passionnante. Et donc, demain, à Aurélie Planex avec vous. Et puis, nous, on se retrouve en direct à la rentrée. Joyeuses fêtes.